Merci Catherine. Gardez vos questions si vous en avez, on essaiera de garder un tout petit peu de temps pour les questions à la fin de la présentation. Donc effectivement, moi je suis Bertrand Rouquois, je suis administrateur de l'ADTEM et je suis aussi administrateur d'une autre association qui s'appelle la Mobile Marketing Association et vous verrez, je vais utiliser quelques-uns des contenus qu'on a utilisés pour cette conférence. On a la chance d'avoir deux invités prestigieux dont vous voyez les noms, les fonctions, les Twitter, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux directement. On fera une petite présentation rapide de chacun d'entre nous juste après. Ce que je voudrais, c'est introduire le sujet du commerce conversationnel, parce que j'ai senti dans la salle, quand j'ai discuté avec pas mal de gens aujourd'hui, que c'était encore un sujet qui n'était pas forcément clair et limpide dans l'esprit de chacun, et donc ça m'a semblé intéressant de présenter et d'introduire le sujet avec quelques chiffres qui viennent à la fois de la presse et qui viennent aussi de ce document dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été édité par la Mobile Marketing Association. D'abord, le premier chiffre, et c'est un chiffre qui a été déjà publié il y a pas mal de temps, qui a été annoncé par Google, et qui était un chiffre qui avait fait un petit coup de tonnerre quand il avait été annoncé. C'était l'idée que sur l'ensemble des appareils qui fonctionnent sous Android sur le marché américain, et on était, je crois, en fin d'année 2016, en tout début d'année 2017, quand ils ont fait cette annonce, il y avait déjà 20% des requêtes qui étaient des requêtes qui émanaient de la voix, qui émanaient de personnes qui n'utilisaient plus l'interface tactile, mais qui utilisaient la voix. Et donc, évidemment, ça inclut à la fois les appareils type enceinte connectée, hein, mais surtout, c'est surtout là où il faut s'arrêter, c'est que ça inclut surtout les smartphones, parce que c'est ceux qui sont les plus représentés en termes d'outils qui fonctionnent sous Android aux États-Unis. Donc c'est une bonne indication pour comprendre un peu cette évolution, qui est peut-être plus lente sur notre continent, mais qui est quand même une évolution qu'on a vue déjà très fortement aux États-Unis avec ce chiffre. Une requête sur 5 qui arrive sur un téléphone Android ou un appareil Android qui est une requête vocale. Et puis si on regarde un autre marché important, notamment le marché asiatique, on sait déjà, on n'a pas de chiffres, mais on sait déjà que l'utilisation de la voix est également une utilisation très forte avec les grands géants de l'Internet là-bas. Donc ça, c'est le premier chiffre. Et puis après, l'idée, c'était de prendre un petit peu de recul et de montrer un peu l'historique, et notamment de voir un peu comment cette évolution était en train d'arriver. Notamment, ce qui me semble important de comprendre en introduction, c'est qu'on est en train de changer d'interface. Hein, et ce qu'on a appelé l'interface utilisateur, on voit ces trois interfaces. Hein. La première interface qui était un clavier, une souris, voilà. La deuxième interface qui a à peine 10 ans, hein, avec l'arrivée de l'iPhone, qui a vraiment révolutionné l'interface tactile. Et puis maintenant, cette nouvelle interface qui est une interface vocale, c'est de ça dont on va parler. Qu'est-ce que ça change pour les marques? Quel est l'impact que ça peut avoir pour les marques? Et donc, pour comprendre ça, j'ai sorti quelques petits chiffres pour voir aussi quelle était la maturité de ces interfaces. Et la première, c'est d'abord un élément qui est lié à la pertinence. Hein, et je pense que on l'a déjà vu, vous l'avez certainement déjà testé, et on aura tout à l'heure des retours d'expérience concrets de marques et de clients. La première chose qu'il faut que la machine fasse, c'est qu'elle reconnaisse correctement ce qu'on est en train de dire, hein, qu'elle reconnaisse qu'on est en train d'utiliser un clavier et une souris, qu'elle reconnaisse qu'on est en train d'utiliser un clavier tactile, ou qu'elle reconnaisse correctement qu'on est en train de lui parler et qu'elle sache décoder. Et donc ça, c'est la première élément, c'est le taux de réussite de compréhension de la voix. Et pour ceux qui, dans la salle, ont déjà testé Google Home sur le marché français ou d'autres enceintes connectées ou simplement leur smartphone, vous savez maintenant que la reconnaissance est très bonne, et elle atteint des niveaux qui sont de l'ordre de 90-95% de reconnaissance des questions qui sont posées. La deuxième chose, et ça je pense que c'est peut-être l'élément le plus intéressant dans la maturité de la voix, c'est la vitesse. Hein, à la fois la vitesse à laquelle on tape, mais aussi cet élément qui permet de bien comprendre à la fois la vitesse du nombre de mots qu'on peut taper. Clairement, quand on est sur une interface vocale, on est en langage naturel, donc on a un flux de mots qui est beaucoup plus important. Et ce que montre ce graphique, c'est que ça y est, on est passé à cette ère où on peut vraiment poser des questions de façon très claire et très fluide en langage naturel, et que le taux d'échec, là aussi, est relativement réduit. En tout cas, il se réduit, et il est comparable, et même meilleur, que celui qu'on connaît sur le clavier, selon certaines études. Et puis après,
Qu'est-ce qui se passe quand on interroge le grand public? Bon, bah là, pas vraiment de surprise. On se rend compte que ceux qui ont déjà utilisé les interfaces vocales, ceux qui sont les plus séduits, c'est un peu toujours la même chose. Hein. On a une séduction beaucoup plus forte dans la population jeune, qui est très forte, hein, puisque on voit qu'il y a une utilisation régulière dans cette population qui a déjà utilisé l'interface vocale, qui est de plus de 30% chez les 14-17 ans. Et tout à l'heure, je ferai peut-être quelques apartés personnels pour vous expliquer un peu le comportement que j'ai observé à la maison. Mais c'est clair que ce comportement, c'est celui-là. C'est-à-dire que l'intégration, l'utilisation, l'appropriation de la reconnaissance vocale, elle est très très rapide et très très forte chez la population la plus jeune. Merci beaucoup. Et puis dernière chose, qu'est-ce qu'on pose comme question? C'est quoi les questions que l'on pose? Alors cette étude, elle varie beaucoup puisque Google a annoncé les choses encore très récemment sur le sujet, mais néanmoins on retrouve quand même pas mal de choses, c'est-à-dire la petite question classique, celle qu'on pose à son moteur de recherche de façon assez standard. Hein, j'ai entendu autrefois quelqu'un qui disait je vais faire appel à un ami. Bon, bah, c'est un peu ça, je vais faire appel à un ami pour avoir une réponse à quel était le film dans lequel telle actrice a joué. Bon, bah, voilà, ça c'est la question. Après on a la météo, la musique, le minuteur, le pense-bête. Alors on a tout un tas de fonctionnalités qui sont déjà des fonctionnalités très utilisées par ceux qui ont déjà, qui se sont déjà appropriés soit l'utilisation de la voix, soit les appareils connectés fonctionnant avec la voix. Ce qu'on voit aussi très clairement dans les toutes dernières études sur le sujet, parce qu'évidemment ça va très vite, ça évolue très très vite, c'est de plus en plus l'utilisation de la musique, hein, qui est certainement le vecteur le plus fort et celui sur lequel va appuyer Apple avec le lancement de son enceinte connectée, qui sera très orienté musique, hein, qui sera très focalisé sur l'utilisation de la musique, qui est certainement le premier usage, celui qui fait venir les clients en premier sur l'interface vocale. Ce qu'on verra aussi certainement, ce qu'on voit peu dans ce graphique, c'est l'utilisation à l'intérieur de la voiture, hein, et vous verrez tout à l'heure dans les retours d'expérience, on va aussi parler de la voiture, qui est évidemment un endroit où on va utiliser encore plus la voix. Voilà, les marques sont-elles prêtes, hein, donc ça va être un peu le sujet, ça va être le sujet de notre conférence. J'ai encore deux petites slides avant de laisser la parole à nos intervenants. Une première, c'est pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'utilisation de la voix, parce que là aussi j'ai senti tout à l'heure en discutant avec certains d'entre vous que les questions n'étaient pas forcément claires. Qu'est-ce que ça veut dire en dehors de Google, en dehors de Microsoft, en dehors de Apple? Bon, ben, il y a plusieurs solutions. Il y en a déjà qui sont mises en œuvre aujourd'hui. La première, c'est la solution qu'a mis en œuvre Oui SNCF, il y a déjà plus d'un an maintenant, qui est tout simplement d'utiliser la reconnaissance vocale dans son application mobile. Hein, quand vous utilisez l'application mobile de Oui SNCF, on va faire le test en sortant de cette salle, ben, vous pouvez tout simplement lui parler et communiquer avec elle. Ouais, donc on est dans une utilisation de la voix à l'intérieur de l'application. Après, il y a évidemment ce dont on va parler et qu'on verra dans les exemples, l'utilisation d'applications vocales, hein, qui vont prendre la main sur ce que peut faire l'enceinte connectée ou le smartphone. Et puis après, ces objets, pourquoi pas, vocaux, commerciaux, que l'on peut proposer. Ce que je vous propose pour introduire le sujet, et avant de laisser la place à nos intervenants, c'est d'écouter Monoprix. Parce qu'on avait prévu d'avoir Monoprix avec nous aujourd'hui, qui fait déjà beaucoup de choses sur le sujet. Et il a fait une petite interview vidéo très simple qui permet de bien comprendre et de bien introduire le sujet de ce que moi j'appelle non plus la voix, mais le commerce conversationnel, c'est-à-dire comment on va passer de l'utilisation de la voix à un vrai dialogue avec la marque via le commerce conversationnel. La voix, c'est probablement la disruption majeure pour le retail demain. Le parcours client, avant, il était assez simple à gérer. On rentrait dans un magasin, on commençait notre parcours client, on le finissait en sortie de caisse. Maintenant, on va commencer à aller chercher nos clients dans leur voiture, avec une liste de courses qu'ils vont dicter, à la voix, de manière tactile, sur leur tablette chez eux, devant leur télé, partout. Finalement, ce qui compte, c'est que nous, on soit capable de maintenir le dialogue sur tous les points de contact, y compris ces nouveaux points de contact que sont la voix. On a déjà très clairement les indicateurs qui nous le disent. Le taux d'utilisation de la voix aux États-Unis, qui devrait être de l'ordre de 50% des recherches d'ici 2 ans. Le fait que nous, déjà, tous les jours, on utilise nos GPS, on utilise nos mobiles à la voix, et ça, c'était quelque chose qui était impensable, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Donc là, on sent que vraiment, la rupture,
est sur le point d'arriver. Le commerce conversationnel, c'est finalement, j'allais dire, l'apogée de la personnalisation. Ça fait 20 ans qu'on dit on fait des mailings personnalisés, des envois personnalisés. En réalité, en dehors de dire bonjour madame Dupont, on ne fait pas grand-chose de personnalisation. Le dialogue et le commerce conversationnel, c'est différent, puisqu'on va s'adresser entre deux personnes qui ont de l'intelligence et qui sont censées comprendre ce que l'autre veut dire et aussi l'historique qu'on a ensemble. Et donc l'intelligence, c'est d'être capable, sans être intrusif, de comprendre directement ce que nos clients désirent et comment est-ce qu'on peut leur amener la solution. Évidemment, des applications directes de ce dialogue, pour nous, et c'est vraiment un parti pris, c'est la liste de courses qu'on appelle une liste de courses intelligente. On commence dans une voiture demain, probablement, en dictant sa liste de courses. On va le continuer sur le mobile, on va l'enrichir en magasin, le filer en magasin, se faire livrer depuis le magasin chez le client et finalement la conversation elle est permanente. Il n'y a plus de parcours client qui commence à l'entrée en caisse et qui finit à la sortie en caisse, ça n'existe plus. On sait à qui on parle, on sait ce qu'on doit lui donner comme message, on anticipe ses besoins, on maximise finalement son plaisir en retirant tout ce qui est les contraintes du quotidien. Ça, c'est vraiment la clé du dialogue de demain et du commerce conversationnel chez Monoprix. Un exemple très simple. Aujourd'hui, quand vous êtes sur un moteur de recherche, quel que soit le moteur de recherche, vous avez, à une question donnée, environ entre 6 et 12 réponses. Demain, vous n'en aurez qu'une seule. Parce que quand on pose une question, quand on est en dialogue, on attend une réponse. Un jour, on sera capable d'avoir ce dialogue intelligent avec nos clients. Essayons, commençons, travaillons avec eux pour améliorer cette solution. Je pense que c'est un bon moyen d'introduire un peu ce sujet. Ce que je voudrais aussi rajouter par rapport à ce qui a été dit dans l'interview de Monoprix, c'est que au dernier one-to-one de Monaco, Google a annoncé des choses supplémentaires, ce qui se passe encore une fois sur le marché français, donc ça me semble aussi intéressant de l'évoquer, puisque ça fait partie des sujets. On vient de parler de la liste de courses que propose Monoprix sur Google Home, mais Google a annoncé aussi trois autres partenariats, avec Sephora, je crois, avec Fnac et avec Oui SNCF. Donc on voit bien que les marques, ça y est, sont parties sur ce sujet et l'objectif, c'est vraiment d'essayer aujourd'hui de vous expliquer un peu ce que ça veut dire que cette utilisation de la voix, ce que ça va changer dans cette notion qu'on évoque qui s'appelle le commerce conversationnel. Voilà. J'espère avoir été clair pour cette introduction. Ce que je vous propose maintenant, c'est que vous présentez les intervenants, enfin que chacun d'entre eux se présente. Et puis après, j'aurai quelques questions à leur poser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité, vous aussi, de poser des questions aux différents intervenants. Donc moi, que ça soit bien clair, donc, je suis administrateur de l'ADTM. Je suis administrateur d'une autre association qui m'a été utile pour les slides que je vous ai montrés tout à l'heure, qui est la Mobile Marketing Association. Et puis je suis aussi cofondateur d'une start-up qui s'appelle Atsuke et qui fait du paiement mobile. Voilà. C'est à vous. Bonjour à tous, merci Bertrand pour l'introduction. Moi je suis Paul-Henri Chabrol, je travaille au groupe AXA, au siège du groupe, donc qui sert les 64 entités du groupe. Je suis en charge du développement global des interfaces conversationnelles, vocales et chat, et également de partenariats technologiques stratégiques. Pour moi, au-delà des données qui ont été présentées ici, qui sont assez marquantes, mon moment a été quand, au moment de réalisation de l'impact de l'interface vocale, on était quand ma nièce de 4 ans, qui ne sait ni lire ni écrire, a trouvé une vidéo sur YouTube en quelques secondes, là où moi ça me prend beaucoup plus de temps. Elle a saisi mon téléphone, appuyé sur Siri, lui a demandé d'ouvrir YouTube. Sur YouTube, a cliqué sur le micro et a demandé la dernière vidéo de Soy Luna. Pour ceux qui ont des enfants, vous connaissez la popularité de ce type de contenu. Ça a été vraiment un déclencheur, c'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans qui ne sait ni lire ni écrire parle via la voix active un contenu compliqué à rechercher sur une interface mobile, veut dire qu'une tendance se passe. Voilà, ma conviction personnelle, un peu comme Bertrand l'a montré, dire que globalement, demain, les gens attendront d'une interface électronique, d'un objet électronique quel qu'il soit, de pouvoir lui parler. Et de pouvoir lui parler devant une chaîne ici, lui dire lance-toi. Mais moi, cette chanson, cherche-moi le dernier album de L'Odieux. Donc je pense que l'attendu sera ça.
Aujourd'hui, vous avez sûrement vu ces enfants qui ouvrent un livre de photos et qui mettent les doigts sur l'image et écartent les doigts pour zoomer. Je pense que l'attendu sera pareil sur la voix. N'importe quel objet électronique bientôt sera attendu qu'on puisse l'activer par la voix. C'est un sujet qui me passionne, j'espère que vous pouvez le voir, et qui est très important pour AXA. Et on en parlera d'ici quelques minutes. Paul-Henri, juste une question complémentaire. Tu as dit que tu étais à la fois sur l'interface vocale et sur les chatbots, donc c'est peut-être intéressant de montrer que les deux sont liés. Et alors, pour moi, il y a deux raisons qui font que les deux sujets sont très liés. Un, il y a une raison technologique. Au final, les briques technologiques qui sont sous la reconnaissance vocale ou sous la reconnaissance de texte, en fait, c'est la reconnaissance de langage naturel, qui est une connexion technologique naturelle qui se fait entre les deux sujets. L'autre connexion est que la façon d'interagir avec une interface vocale ou un bot, en fait, partage beaucoup de problématiques communes, notamment le fait de parler à une marque. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, de parler à une marque de façon automatisée. La conversation a toujours été le mode d'interaction entre une marque et ses clients. Vous allez dans une agence AXA pour souscrire votre contrat d'assurance. Vous ne pouvez pas complètement le faire en ligne encore, mais vous allez dans une agence et le call center vous aide en cas de sinistre. La conversation est déjà le mode d'interaction principal entre les marques et les gens. Ce qui est nouveau, c'est le fait de pouvoir utiliser les technologies dont Bertrand parlait pour automatiser toute ou partie de cette relation. Et en fait, qu'on la fasse sur chat, dans les applications de messagerie les plus populaires, ou sur les enceintes connectées qui commencent à couvrir le marché, ou dans les call centers via le téléphone, en fait, on tourne vraiment autour des mêmes problématiques, qui est la compréhension du langage naturel et la personnalité que vous souhaitez donner à votre marque en lui donnant la possibilité de répondre de façon automatique aux requêtes de vos clients. C'est pour ça qu'on considère vraiment qu'il y a une base qui est vraiment commune et qui est le même sujet. C'est très clair. Merci beaucoup. Frédéric, alors c'est intéressant puisque Frédéric, c'est justement une part, disons, de digitalisation d'un métier déjà plus ancien. Oui, en fait, alors nous, on est à la fois sur des choses qui sont très pointues et en même temps qui parlent à tout le monde, puisqu'on est sur du téléphone et sur de l'intelligence artificielle. Nous, notre conviction et notre credo, c'est de dire que l'intelligence artificielle, elle doit être au service des humains et pas le contraire, et on n'a pas à s'adapter à une machine, c'est le contraire qu'il faut faire. Et nous, on la met au service de la compréhension entre les marques et les entreprises. Et il y a des milliards d'appels téléphoniques qui sont encore passés tous les jours. Et ça continue à croître avec le web mobile. Et puis, évidemment, la pression du voice computing. Et aujourd'hui, en fait, ce contenu de conversation téléphonique, c'est une mine d'or que les marques ne savent pas capter. Parce que la parole s'envole pendant les conversations. Il y a très peu d'outils qui permettent de capter tout ça. Et nous, on a une techno d'IA qui permet de convertir en temps réel tout le contenu des conversations téléphoniques en données clients marketing. Et donc, remettre la voix au centre, c'est aussi notre credo, mais surtout écouter les humains qui se parlent et les aider à se comprendre. Ça veut dire que l'intelligence artificielle est au service de la conversation téléphonique. Exactement. Elle fait ce qu'on n'a pas réussi à faire depuis 20 ans, c'est exploiter toute la valeur qu'il y a dans les centres d'appel. C'est donc considéré depuis 20 ans comme des centres de coûts. Donc, ça veut dire qu'on cache un peu les numéros de téléphone, on fait traiter les appels par des robots. Nous, on pense qu'il y a énormément de valeur là-dedans et on est capable de la mettre à disposition des entreprises aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Ce que je vais vous demander peut-être maintenant, c'est à chacun d'entre vous d'expliquer où la voix s'est insérée dans votre parcours client, dans quel endroit, quelle zone géographique ou sur quel exemple client. Comment ça se passe concrètement? Alors, nous, chez AXA, le sujet de voix et de chatbot, enfin d'interface conversationnelle au sens large, est en train de s'insérer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est encore en mode exploratoire. On a lancé des différentes expériences, différents use cases dans certains pays, aux US, en Allemagne, en Angleterre, également en France sur certaines parties de la relation client. Mais ce qu'on voit comme source de valeur, clairement, on a un bénéfice de productivité, d'efficacité. C'est là où des solutions comme celle de Frédéric peuvent clairement nous aider, qui est de router mieux les requêtes de nos clients vers le bon agent de centre de service. On est complètement convaincu par le fait que l'IA est vraiment au service du call center, c'est-à-dire qu'elle peut lui permettre d'être plus efficace, de passer plus de temps avec les clients et de faire
mieux faire son travail, et également d'être présent, d'offrir un service à nos clients à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand nos centres d'appel sont fermés. Et vraiment, là, pour tout ce qui est efficacité, qualité du service client, l'enjeu est pour les services vocaux en plus de bien comprendre les requêtes qui sont faites des clients, et vraiment d'être en capacité de bien comprendre, d'être très clair sur ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les services vocaux, vous voyez les charts que je présentais plus tôt, c'est pas parce qu'on est à 95% de reconnaissance de langage naturel que toutes les requêtes des clients sont comprises. Bien au contraire, en fait. On peut très bien comprendre une parole, et une machine peut très bien comprendre une parole et la transformer en texte, sans faire de faute. Il suffit d'essayer Google Translate pour s'en rendre compte. Par contre, comprendre le sens d'une phrase est un problème autrement plus compliqué. Et comprendre une requête simple, prends-moi un billet d'avion pour Paris, c'est assez simple, puisqu'il y a une intention et une donnée. Comprendre une requête d'un client, comme on en a tous les jours, nous, qui est est-ce que ma femme est couverte pour mon contrat d'assurance de responsabilité civile, c'est une requête bien plus compliquée, puisqu'il y a plusieurs niveaux. Et ça, c'est encore un travail en cours, qui est de pouvoir entraîner des modèles qui peuvent comprendre des requêtes compliquées. Donc, on a beaucoup parlé de la relation client et des limites. On pense aussi qu'il y a beaucoup la poche d'opportunité qu'on souhaite explorer chez AXA et d'utiliser nos interfaces conversationnelles pour multiplier les points de contact avec les clients. Et c'est très important pour nous. On peut faire un test dans la salle, mais combien d'entre vous ont eu d'un contact avec votre assureur cette année? Levez la main. Plus d'un. J'en compte 2, 3. C'est un peu en dessous de notre moyenne, mais ça démontre bien notre problème. C'est-à-dire que notre but, nous, pour qu'on continue d'exister, pour que AXA existe comme un partenaire auprès de ses clients, bien au-delà de son rôle de payeur de prestations, il faut qu'on développe une intimité avec nos clients, qu'on leur apporte des services au quotidien et qu'on puisse jouer le rôle d'un partenaire qui est quelqu'un qui écoute, comprend et aide. Et on pense que les interfaces conversationnelles vont nous aider dans cette voie. Concrètement, vous l'avez testé, je pense, si je ne dis pas de bêtises, en Allemagne, pour l'instant, en utilisant Alexa. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que ça donne, quels sont les résultats? Alors, on l'a testé sur 2 cas d'utilisation. Un cas d'utilisation de vente d'assurance voyage qu'on a lancé l'an dernier, où, sur la base d'une simple phrase, le skill Alexa va vous envoyer un lien, elle va vous donner un tarif immédiatement et vous envoyer un lien pour souscrire. L'expérience marche très très bien, c'est tout à fait bluffant, c'est un cas très, très normé et qui est très efficace et qui est intéressant dans le sens où les interfaces vocales pour moi ne sont pas un canal autosuffisant. C'est un moyen de router, c'est un moyen de diriger vers le canal de communication plus adéquat, un email, une push notification, un appel vers un centre de service. Mais en tout cas, c'est vraiment sert à faire le pont, le lien entre différents canaux. Donc on a testé ce premier use case-là qui a eu un impact qualitatif important en termes de business, c'est plus demandable, mais en tout cas le test était là. Et après, le deuxième cas qui est aussi intéressant est un cas de prévention, où on a développé un skill sur Alexa qui permet tous les matins à quelques milliers d'utilisateurs de savoir la qualité de l'air, de savoir s'il y a des allergies dans la zone où ils habitent, et de leur avoir prodiguer des conseils, le cas échéant, quand il y a un risque particulier. La raison pour laquelle je fais une pause sur ce use case-là est qu'il en fait, il s'inscrit un peu dans la même logique que ce qu'on a pu voir sur Monoprix. Quand on a analysé le cas de Monoprix, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est le côté extension de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que, globalement, pour capter plus d'attention, le Monoprix ne va pas se contenter d'améliorer ses magasins, mais d'aider, d'accompagner les gens un peu plus loin dans le processus d'achat. C'est-à-dire, au moment de la liste de courses, par exemple. Et c'est un cas très intéressant où, sur l'assurance santé, ça procède de la même logique. C'est-à-dire que notre positionnement maintenant n'est pas juste de rembourser les prestations médicales, même si c'est le cœur et c'est le moment de notre of truth, comme on dit, mais c'est également d'aider nos clients à aller mieux. Ce skill avec ça s'inscrit vraiment dans cette logique. Et on pense immédiatement
AXA, voiture, et parler à son assureur dans la voiture, ça c'est déjà des choses qui seront dans les cartons. Ne parlez pas en même temps que vous conduisez. Non, alors là-dessus, non. Alors, là, je peux pas. Plutôt au moment où on est en page. Je peux pas en dire beaucoup plus. On a, il y a quelques années, lancé une application, AXA Drive, une application mobile qui faisait une consigne de conduite. On n'a pas encore exploré l'utilisation de l'interface vocale dans la voiture. On a déjà une vingtaine de clients en compte, dont notamment l'ISNCF. Et c'est vrai que tous nos clients travaillent sur ces boîtes vocaux et sur ces capacités à automatiser le contact. Mais ils ont un grand sujet, et on en parlait tout à l'heure, c'est d'avant d'automatiser la réponse au client, il faut arriver à bien travailler sur la compréhension de la voix du client. Et c'est là que nous, on va intervenir pour faciliter cette compréhension des attentes clients, éventuellement servir à bien diriger l'appel vers un robot si c'est une question simple, sans valeur ajoutée, et au contraire vers un conseiller qui va apporter toute sa valeur. Donc c'est tous nos clients aujourd'hui, assureurs, entreprises dans l'énergie, travaillent sur ces sujets-là, on y travaille avec eux. Pour bien comprendre, on est dans le cadre où quand on appelle un centre d'appel, on vous envoie le petit message qui dit pour mieux répondre à vos attentes, on va enregistrer cette conversation. Donc c'est cette idée d'enregistrer cette conversation, mais pas seulement de l'enregistrer, c'est de la décoder, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette conversation. Oui, parce qu'en fait aujourd'hui vous avez l'impression que la marque vous enregistre. En fait, pas du tout. Elle a enregistré votre appel il est stocké sur une étagère, enregistré, et il n'y a rien qui consolide l'ensemble de ce que disent les clients dans ces appels enregistrés. Donc la seule vertu de cet enregistrement, c'est de pouvoir éventuellement réécouter cette conversation parce qu'il y a eu une question, un souci. Donc nous, on va beaucoup plus loin. On va non pas qu'enregistrer, l'enregistrement sert à construire le modèle, mais en temps réel, on va transformer la voix, la discussion en données pour s'assurer qu'effectivement, on comprend bien ce que demande le client. Et on ne va pas tellement s'intéresser à l'identité du client. Ce qui va être intéressant pour la marque, c'est de comprendre qu'elle a précisément une statistique sur combien de clients ont eu de bugs sur son site internet, combien de clients réclament que tel et tel processus ou tel et tel produit soit mis en vente. Donc c'est vraiment faciliter la compréhension entre la marque et le client et valoriser le travail que font les conseillers de service client au téléphone. Et donc pour bien comprendre le métier d'Allomédia, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans la salle, ça veut dire que vous accompagnez des gens qui ont déjà un service client et qui ont déjà un centre d'appel, disons, où ils collectent de l'information client. Alors en fait, nous on est capable de traiter n'importe quel type d'appel, quels que soient les destinataires. Ça peut être des points de vente, ça peut être des commerciaux, ça peut être des centres d'appel. En fait, notre techno est ultra simple, il suffit de faire un routage d'appel. Donc c'est pas nécessairement que des gens qui ont des centres d'appel, mais il faut effectivement que ce sont des gens qui ont beaucoup de valeur au téléphone. Typiquement, dans l'univers de l'assurance, il y a énormément de choses qui se passent au téléphone, parce que ce sont des produits riches, il faut savoir se faire expliquer les exclusions de garantie, voilà, avant de souscrire un contrat. Donc, nous, on est convaincus. Et puis, imaginez un monde dans lequel, dès que vous avez un problème, vous savez que vous allez avoir un numéro de téléphone service client, vous allez avoir immédiatement quelqu'un qui répond sans attente et qui va vous apporter une solution. C'est plus facile, et on est dans un environnement de l'immédiateté, de faire ça, que de rédiger un texte sur un email ou autre chose. Donc on pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas plus d'échanges téléphoniques, c'est juste pour des raisons d'organisation et de contraintes. Et donc une fois qu'on a une conversation téléphonique, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe derrière? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous apportez comme service aux clients pour lesquels vous travaillez? Alors tout à l'heure, Paul-Henri avait tout à fait raison de dire, il y a les contextes en fait pour l'analyse et la compréhension. Les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle du voice computing, c'est une voix avec du son en haute définition. Quand je parle à mon smartphone, c'est une techno de son haute définition. Le téléphone, c'est pas ça. C'est vous êtes en kit main libre, il y a du bruit, vous êtes dans votre voiture, les fenêtres sont ouvertes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler à votre smartphone des fenêtres ouvertes, ça ne marche pas du tout. Donc nous, on va construire des modèles acoustiques. On va avoir des modèles de speech-to-text qui vont être faits sur mesure pour les modèles acoustiques de chacune des marques. Alors, speech-to-text, c'est peut-être nécessaire. Alors, speech-to-text, traduction. Absolument, pardon. Donc speech-to-text, c'est la transformation de la voix en écrit. Donc première étape, le modèle acoustique. Savoir apprendre le bruit, environnement, le brouhaha, pour que le système comprenne parfaitement malgré tout. Deuxièmement, on transforme la voix en écrit. C'est une transcription intégrale simultanée. On l'a fait en 0,7 secondes en décalage par rapport à la voix qui parle. On a une des technos les plus rapides, si ce n'est la plus rapide du marché là-dessus. Et ensuite, la troisième brique, pour bien expliquer ce qu'on fait, c'est l'analyse sémantique. Donc là aussi, c'est de l'intelligence artificielle. On va entraîner des systèmes à comprendre l'intégralité de la conversation. Et de tout ça, on en sort une meilleure compréhension entre la marque et ses clients. Voilà. Et une hyper-valorisation de cet échange entre les humains.
Et une fois que vous avez cette donnée, vous utilisez cette donnée pour améliorer la relation marketing de la marque, Alors, à la fois fidélisation, acquisition. Absolument. Et vous imaginez, les applications, elles sont extrêmement riches. Il y a 3 domaines, principalement. Il y a évidemment le domaine commercial. Un client qui dit « je vais réfléchir », c'est quelqu'un dont on sait qu'il est intéressé, on peut lui faire des propositions améliorées. Il y a les campagnes marketing, parce qu'on va pouvoir vraiment bien cibler les attentes des clients et pas leur balancer des produits qu'ils ont déjà achetés, par exemple, parce qu'on a compris au téléphone qu'ils ont déjà acheté ce produit-là et qu'ils en veulent un autre. Et puis il y a la fidélisation des clients. Prévoir qu'un client n'est pas satisfait, il l'a répété 4 ou 5 fois au téléphone et c'est nulle part dans les statistiques de l'entreprise. Et là, tout de suite, on va mettre une alerte sur ces clients-là. Donc on voit vraiment la vertu de cette amélioration dans la relation. Et alors en plus, la raison pour laquelle notre techno s'appelle le cookie vocal, c'est qu'on résout un grand problème qui est, une fois qu'un client passe sur un site internet et qu'il décide d'appeler, il y a une rupture de canal, on ne sait plus relier ce parcours-là. Donc l'entreprise qui prétend connaître l'expérience de son client, en réalité elle ne le sait pas, puisqu'elle a qu'un bout de l'expérience, c'est celle qui s'est passée sur le site web. Elle ne sait pas relier ça au contenu d'appel. Nous, on sait relier les deux, et c'est la raison pour laquelle on a appelé notre techno le cookie vocal. Donc là aussi, c'est meilleure compréhension du client avec de l'IA. Alors, je vais passer à quelques petites questions rapides à nos deux invités, puis après, je vous laisserai la parole. Donc, gardez vos questions si vous en avez. Dans quelques minutes, on va vous laisser la parole. Donc, moi, j'ai noté 3 questions pour chacun d'entre eux, simplement pour animer et comprendre un peu où on en est. La première question, qui est très liée à tout ce qu'on vient de dire, c'est pour vous, quel est l'avenir du téléphone? Mettre ça dans le contexte, et j'ai peut-être besoin de le faire. Le téléphone et la voix, le téléphone au sens j'appelle quelqu'un avec son smartphone, c'est aujourd'hui moins de 10% du temps passé, donc on est proche des 5% du temps passé. Donc la question c'est, est-ce que ces 5%, notamment avec tout ce qu'on vient de dire sur la meilleure compréhension de la voix, l'analyse conversationnelle, etc., quel est pour vous l'avenir de ce téléphone de voix pour les futures relations clients? Je vais commencer peut-être par Evidexa. Nous, la relation vocale est primordiale. C'est primordial parce que le moment important pour nous, c'est quand vous, en tant qu'assuré, vous êtes dans une situation d'urgence, vous êtes peut-être bloqué sur l'autoroute et vous attendez votre dépanneur, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Et là, le téléphone est la façon d'interagir avec le service client, avec votre assureur, la plus simple et la plus immédiate qu'il faut. Donc, pour ça, nous, ça s'inscrit parfaitement dans notre relation client. On n'a pas de raison de chercher à éliminer. Pour nous, tout ce qui vient en automatisation, en documentation, en analyse des conversations, vient pour les améliorer, pour les rendre plus efficaces, mais certainement pas pour remplacer le contact humain qu'un assuré peut avoir avec son assureur au moment où c'est important. Donc si je résume, vous allez investir sur la voix, sur l'utilisation de la voix chez AXA. Nous, encore une fois, le canal vocal automatisé ne vient pas en remplacement. Il vient en amélioration, en augmentation, pour traiter quand les call centers sont fermés, par exemple, et certainement pas en remplacement dans les moments les plus importants où, encore une fois, seul un agent de notre call center peut vraiment aider un client. Bon, Frédéric, chez Allomedia, j'imagine que vous allez dire que la voix c'est important aussi. On s'est surtout poussé sur ces sujets avant de lancer la techno. Et en fait, on avait des schémas avec des études qui montraient qu'il y avait une explosion prévue de la voix, notamment avec le web mobile. On a tous des smartphones. Rien de plus simple après avoir navigué sur un site internet, à supposer évidemment qu'il y a un bouton pour cliquer et appeler, d'appeler la marque. Donc, et comme encore une fois, on est dans un univers où la règle c'est l'instantané, on a envie d'avoir tout de suite cette réponse. Alors, la conversation avec un être humain, moi je suis peut-être maudit, mais à chaque fois que j'essaie d'aller sur un site internet ou d'avoir un serveur vocal, il n'y a jamais le cas qui me concerne. Je cherche désespérément le choix qui concerne la raison de mon appel. Donc, bien souvent, moi j'essaie absolument d'avoir un humain au téléphone pour lui parler, parce qu'il n'y a que lui qui va comprendre ce que je veux. Alors, une étape au-dessus, on a donc parlé de la voix, maintenant on parle du commerce conversationnel, c'est-à-dire cette idée qu'on va discuter avec la voix pour faire de la relation client, du commerce ou de la relation client. Comment vous voyez ça? Comment vous voyez ça évoluer d'abord chez AXA? Donc nous, on investit beaucoup dessus, encore une fois, pour les raisons principales, qui est que les interfaces vocales et les chatbots ont une barrière d'entrée, une barrière d'utilisation qui est plus basse que d'autres interfaces digitales.
Je laisse son côté là-bas. Et là même réponse que tout à l'heure, vous mélangez et chatbot et commerce conversationnel. Oui, encore une fois, pour des raisons technologiques et pour des raisons d'expérience client. C'est-à-dire que un client, aujourd'hui, quand on regarde le profil type d'un utilisateur d'Alexa aux États-Unis, c'est quelqu'un qui probablement a aussi un Google Home et qui probablement est un utilisateur intensif de Facebook Messenger et de différents bots. C'est un profil un peu de technophile en fait, qui voilà, est très au courant des usages. Je pense que ça va changer. Hein. Je vais annoncer quelques stats qui sont très intéressantes. Et que je voulais annoncer également, c'est que d'ici 2 ans, 50% des foyers américains seront équipés d'enceintes connectées. Donc, ça veut dire que dans 50% des foyers, on aura des marques ont une porte d'entrée si elles proposent un service qui est valable, utile et accessible et intéressant pour les clients. C'est un point très important, je pense, si vous réfléchissez à votre présence locale, qui est que, typiquement, on a beaucoup travaillé avec Amazon en Allemagne l'an dernier. La seule chose qui intéresse Amazon avant de vous valider un skill sur Alexa, ils sont très 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 regardants là-dessus, c'est la valeur que vous apportez au client, c'est la simplicité, l'expérience utilisateur, c'est votre capacité à comprendre les erreurs. Et donc, clairement, c'est évident que c'est une grande tendance si on arrive à construire des services qui sont utiles et à la hauteur. Une question chez Allomédia. Le commerce conversationnel, forcément, vous vous incluez là-dedans. Bah oui, c'est nos clients qui nous le disent. Hein. Ils nous disent 2 choses. La première chose, c'est que de fait, dès qu'il y a une interaction humaine, les paniers augmentent. Ça, c'est une règle quand même qui est assez immuable. Et nous, on a des exemples de clients qui, entre leurs ventes en ligne, alors que ce sont des historiques du e-commerce, et les ventes au téléphone, le panier, il fait x2, le panier moyen. Donc, c'est quand même assez considérable. La deuxième chose que nous disent les clients, du coup je sais plus. Non mais il y a c'est ça. Non mais il y a vraiment aussi il y a cette notion là de panier moyen. Et le deuxième sujet, oui je sais, c'est que effectivement tout ce qui va être réclamation, il y a besoin d'avoir cette interaction. Et à un moment donné, on va même un step plus loin. Pour la valeur et la conversation, moi, il y a un grand de l'e-commerce qui nous a dit, moi, ce que je voudrais, c'est effectivement utiliser à un moment donné un bot vocal pour traiter les réclamations classiques, pour pouvoir orienter mes conseillers de service client qui sont là juste aujourd'hui en support de mon site e-commerce pour vraiment faire du commerce et arriver à délivrer une interaction commerçante comme celle qu'on a dans des boutiques physiques. Voilà. Donc, il y a un avenir qui doit être là aussi intelligent. Pour bien orienter en fait la relation client. Alors ça nous amène à la dernière question et après je vous laisserai la parole dans la salle si vous avez des questions. C'est l'intelligence artificielle ou les robots vont-ils remplacer le conseiller client? Vont-ils l'aider? Vous avez un peu déjà répondu, ça va l'augmenter. Alors, je pense que vraiment pour réitérer le message, nous on voit vraiment l'IA au service de nos conseillers. C'est très important. Pour 2 raisons. Parce que nos conseillers font bien leur travail, ça va peut-être vous surprendre, mais ils font très bien leur travail. 20% on a 20% de nos clients qui ont un sinistre par an. Ces 20%-là sont ceux qui ont le NPS les plus élevés. Donc, notre problème, Net Promoter Score, donc une satisfaction, la capacité à recommander AXA comme marque et comme entreprise d'assurance est très élevé parmi ceux qui ont un sinistre. Donc, l'enjeu maintenant, c'est effectivement que faire pour les 80% restants qui n'aient pas l'impression de payer un service dont il ne tient pas de valeur. Donc vraiment non, pour revenir à la question, nous, notre but est d'utiliser l'IA pour augmenter, améliorer, faire en sorte que la relation client est plus satisfaisante, et plus rapide, et plus juste, et permet vraiment de positionner AXA comme un partenaire, un vrai partenaire, pas juste un payeur de prestations, un partenaire qui est disponible et qui sait traiter les requêtes des clients, même les plus complexes, à n'importe quelle heure de la journée. Une question, Frédéric, sur l'intelligence artificielle et cette aide à la conversation. Va-t-elle remplacer le conseiller? Nous, on a effectivement le parti pris inverse. Donc, mais moi, j'avais vu de très belles présentations sur l'IA à l'occasion de plusieurs événements. Et il y en a une qui m'avait marqué, qui était que l'intelligence artificielle seule ou l'humain seul, quand on les ajoute, sont beaucoup plus puissants que leur performance additionnelle. Donc il y a vraiment une démultiplication des capacités et c'est ça en fait le Graal, c'est
Nous, on va pouvoir jouer chez Allomedia sur la qualité et l'humanité d'un échange entre deux personnes au téléphone, mais pour ça, on ne va pas se priver d'aider l'une de ces deux personnes à mieux comprendre ce que l'autre lui demande et globalement mieux aider l'entreprise à mieux comprendre les conséquences de cette conversation-là. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que ça a éclairé le sujet. On est maintenant à votre écoute si vous avez des questions dans la salle pour nos deux intervenants. C'est parti. Bonjour, Olivier Cormain. J'ai une question qui a trait à l'omnicanal. Est-ce que vous avez déjà des clients qui se servent de la voix comme un canal de rebond par rapport à un autre? Je suis sur votre site, je passe du site à la voix, ou d'autres modalités qui fait que finalement la voix est le lien va me permettre de passer d'un canal à l'autre. Question. Le conversationnel comme élément de l'omnicanalité. Alors, clairement, nous, notre vision sur le conversationnel est que c'est un canal additionnel. Ça ne vient pas remplacer aucun des canaux existants, c'est un canal qui s'intègre dans une stratégie omnicanal. Et aujourd'hui, beaucoup de nos clients sur les moteurs de recherche font une recherche vocale avant de tomber sur les mots-clés qu'on a achetés ou les résultats de recherche organique. Donc, d'une certaine façon, la voix est déjà intégrée d'une certaine façon dans nos parcours de vente, peut-être pas directement, peut-être une part passera sur les interfaces conversationnelles, sur les chatbots, mais en complément. Donc oui, ça fait vraiment partie d'une stratégie omnicanale de savoir quels services ont du sens d'être mis sur une interface conversationnelle. Et clairement, je pense qu'un filtre à avoir, si vous vous posez la question, est d'identifier ceux où il y a une fréquence d'interaction qui est importante. Et typiquement, voilà, une approche de contenu, une approche de conseil a beaucoup de sens sur les conversationnels. Chez Allomedia, en préparant cette conférence, on avait évoqué certains sujets, notamment l'utilisation des conversations que vous avez repérées et analysées pour pouvoir faire des actions marketing type achat de mots-clés, etc. Donc là, on voit vraiment un rebond entre oui, absolument, absolument. Mais déjà, le plus important, c'est d'avoir une compréhension omnicanale du client. Combien d'entreprises sont capables de dire qu'elles ont la même expérience cohérente avec leurs clients sur l'ensemble des points de contact et l'ensemble des canaux. Déjà, ça c'est compliqué. Ensuite, il faut pouvoir les intégrer. C'est-à-dire qu'on ce qu'on a compris de tous ces canaux-là, on les met en commun dans une plateforme. Nous, on fait ça avec un partenaire qui fait de l'analyse sémantique sur de l'écrit, chez OI SNCF, décidément très en pointe sur tous ces sujets-là. Mais eux analysaient déjà une partie de l'écrit. Nous, on analyse les conversations téléphoniques, ce qui amène d'autres complexités, et on met tout ça ensemble dans une même plateforme pour analyser l'ensemble des voix des clients sur tous les canaux. Et effectivement, après, alors là, c'est plutôt une décision marketing de choisir quel est le meilleur canal pour faire éventuellement un réengagement client ou une proposition. On a tendance à dire qu'il faut rester sur le même canal en général, mais ça peut effectivement faire un peu de cross-canal quand on veut réengager oralement, typiquement pour une vente. On a plutôt tendance à vouloir faire un appel sortant sur une information de navigation web et d'intérêt commercial. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, allez-y. Quel est le rôle de l'entreprise et la satisfaction client quand il y a une opposition? C'est quoi pour vous à ce moment-là une bonne réponse de satisfaction au client, un bon service client? Alors, le grand drame des services clients, je crois, c'est d'avoir des gens qui sont au téléphone, qui seraient, c'est heureusement pas toujours le cas, de moins en moins, qui seraient des répétiteurs du système. Parce qu'on a une attente en tant que client d'avoir un contact humain, et finalement, quand la personne vous dit « non, mais moi je peux rien faire pour vous », c'est la procédure, on a finalement une relation qui se déshumanise. Et j'aurais le même résultat si je parlais à un robot ou si je lisais sur un site internet. Donc, je pense que la bonne réponse, c'est de laisser une certaine marge de manœuvre au conseiller pour jouer pleinement son humanité et son empathie client et d'apporter une réponse qui soit pertinente, voire éventuellement escalader s'il doit sortir du processus. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises dans l'univers de la relation client qui sont parties sur cette option-là. Comment vous faites le switch entre le robot et l'humain? Parce qu'on a dit tout à l'heure que si c'était quelque chose de simple, c'était un robot. Si ça devenait plus compliqué, c'est une personne. Comment concrètement le client va Ça, c'est une bonne question. C'est une question qui permet de bien comprendre comment on sépare ce que peut faire cette conversation avec un robot jusqu'à la conversation disons, éclairée du conseiller. Alors, en fait, nous, dans la démarche qu'on va pouvoir avoir, c'est de parfaitement comprendre les attentes du client avec, donc,
concrètement de l'intelligence artificielle, des modèles sur lesquels on entraîne le système en analysant des appels pour constituer une base de données qui sait dire à coup sûr, après avoir écouté toute cette conversation, voilà ce qu'attend le client. Et en fonction de l'attente client, si elle est simple, dans le cas d'un assureur, envoyez-moi une copie de mon attestation d'assurance, typiquement c'est un robot qui peut répondre et renvoyer le truc. Si c'est je voudrais connaître des exclusions de garantie sur une assurance dépendance, bah là vous avez plutôt intérêt à mettre un conseiller au téléphone. Et donc c'est un routage dont la pertinence va dépendre de la qualité du modèle d'intelligence artificielle qui va faire l'analyse du contenu. D'où la nécessité de bien l'analyser avant de mettre des robots sur la portée comme réponse au client. Si tu veux compléter. Si tu peux d'ajouter, un point qu'on doit à nos clients, c'est d'être très transparent quand il s'agit d'un robot ou d'un conseiller. C'est pas évident en chat. Quand quelqu'un parle, on ne sait pas que quelqu'un écrit, on ne sait pas nécessairement si c'est un robot ou un robot ou un conseiller. Donc, nous, les recommandations qu'on fait, c'est d'être très clair au moment où la conversation se lance sur ce que sait faire un robot et c'est ce que ceux qui n'arrivent pas à faire. Je vais y arriver. Ceux qui n'arrivent pas à faire. Donc être très clair et après être très transparent sur la gestion des erreurs. C'est-à-dire quand le robot arrive en bout de course, qu'il puisse automatiquement switcher sur un téléconseiller, un conseiller ou un agent quand il ne peut plus répondre aux questions des clients. Et dans l'état de l'art actuel, en réalité, il ne faut pas croire que la compréhension du langage naturel est un problème résolu. C'est un problème compliqué. Comprendre les requêtes que vous pouvez avoir avec vos assureurs est un problème compliqué à résoudre. En fait, une petite fraction des requêtes peuvent être comprises par un robot. Donc il faut être très clair quand on a des robots dans les services clients sur ce que ça sait faire, ce que ça ne sait pas faire, et être très transparent sur le transfert qu'on fait vers les agents. Beaucoup de techno, tout ça est très exploratoire encore. Il y a beaucoup de techno. Work in progress. Il y a beaucoup de techno, par exemple, qui fonctionnent sur des mots-clés. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire à nos clients, c'est si je vous dis Allo Média ne vaut rien et rien ne vaut Allo Média, ce sont exactement les mêmes mots. Le sens évidemment opposé. On évoquait tout à l'heure l'exemple du voyage en disant c'est peut-être assez simple d'entendre qu'on veut prendre un billet d'avion pour aller dans telle destination, mais si le client dit je ne veux surtout pas voyager avec telle compagnie. Aujourd'hui, il y a peu de systèmes qui sont capables de comprendre ces négations. C'est de la linguistique qui est complexe. Donc, nous, sur nos technos, on n'a pas que de la techno, on a beaucoup de linguistique. On a quelqu'un qui a un doctorat en sciences du langage pour pouvoir effectivement travailler sur ces modèles. Alors, est-ce qu'il nous reste des questions dans la salle? Oui, allez-y. C'est une très bonne question. La question porte sur, je la répète juste pour que tout le monde entende bien, la question porte sur les accents, et notamment, vous parlez d'un accent qu'on imagine très clairement entre canadien, enfin québécois et francophone. Ça d'ailleurs, pour ceux qui ont utilisé la Google Home très, très en amont, vous me dites si je traduis bien votre question. Et ceux qui ont utilisé la Google Home très en amont quand elle s'est installée en France, les premières réponses, c'était des réponses en québécois. Hein, donc ça prouve bien qu'il y a effectivement cette difficulté. C'est une très bonne question et c'est dommage que quelqu'un de Microsoft soit pas là pour nous apporter leur éclairage. Alors, ce que je peux vous dire, donc, c'est clairement quelque chose en tant qu'annonceur, en tant que marque. C'est pas nous, AXA, qui faisons nos modèles de compréhension de langage naturel. C'est un problème très compliqué sur lequel on s'appuie généralement sur les partenaires. Microsoft en est un, Amazon en est un, Google, enfin voilà, il y a énormément de big tech qui font ce type de technologie ainsi que des startups. L'approche que Amazon a prise, par exemple, c'est d'avoir une approche très locale. C'est-à-dire, globalement, ils lancent Amazon Alexa en anglais UK. Ils vont lancer une variation irlandaise. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'un gallois, qu'Alexa comprenait très mal le gallois, par exemple. Les accents sont beaucoup compliqués. Ils ont une approche qui est très, très, très locale, et même avec des stores, des endroits où sont les applications qui sont locales. Et c'est pas un problème résolu en tant que tel. Voilà, la richesse de la langue est encore un problème pour les machines de Alors, nous, on a une solution là-dessus. Justement, en fait, c'est notre techno. Et en fait, la clé, c'est l'apprentissage. Dans les technos de voice computing, en fait, les systèmes d'apprentissage, même s'ils ont été localisés, en fait, ils travaillent sur des corpus d'entraînement.
qui font parler des gens et ils récoltent cette donnée-là pour faire apprendre à leur système d'intelligence artificielle le contenu. Nous, en fait, comme c'est notre techno, puisqu'on a des chercheurs français qui sont à l'origine de l'entreprise, sur toutes ces technos d'analyse sémantique et de ce qu'évoquait à l'instant Paul-Henri, en fait, on construit des modèles sur mesure pour chacune des marques avec lesquelles on travaille, y compris le modèle de langage et l'acoustique et les accents. Et en fait, nous, on entraîne nos systèmes sur les vrais appels de la marque. Donc, en fait, quel que soit l'accent qu'ont les clients des marques avec lesquelles on travaille, nous, on est capable de les intégrer et d'avoir aucun problème de compréhension dessus, parce qu'on les aura entraînés dessus. Absolument. Le seul souci, si jamais on a un client Picard, par exemple, et on entraîne sur l'accent Picard, ou bien un client, peu importe, qui a tous les accents de la Terre, sauf l'accent marseillais, nous, on va le former sur tous ces accents-là, sauf sur l'accent marseillais. Si d'un coup, massivement, son portefeuille client change en client marseillais, on va avoir un souci. Encore que nous, on va réentraîner le système et on va le faire évoluer pour qu'il y ait un nouvel apprentissage. Mais à partir du moment où on apprend, nous, sur les appels de la vraie vie, on embarque effectivement la question des accents. Je voudrais ajouter quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que je mettrais quelques petites touches personnelles dans cette conférence. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on apprend. Comme on a appris à utiliser une souris, comme on a appris à utiliser un clavier tactile, hein, j'imagine que vous avez vécu cette expérience avec le clavier tactile au début, c'était pas trop court, et puis vous êtes bien fait. Là, je pense que c'est pareil, on apprend à parler à une machine. Je pense qu'il y a une façon de s'exprimer, une clarté de langage, une simplicité d'expression, qui fait que si on veut être bien compris, on va faire un tout petit effort pour être sûr que la machine nous comprenne bien. En tout cas, de mon point de vue personnel, encore une fois, en tant qu'utilisateur, je me rends compte que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Alors peut-être qu'après, on pourra vraiment être complètement en langage naturel en utilisant le ch'ti si on est ch'ti, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est obligé de faire un tout petit effort pour être sûr qu'on atteigne l'objectif qui est d'avoir une bonne réponse. Précisément, nous, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est se mettre au service des humains. Et donc là, nous, on va vraiment au contraire analyser, se mettre au niveau des discussions absolument naturelles qu'il y a entre les gens, quels que soient les accents. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a un modèle qui est fait sur mesure, une techno qu'on fait sur mesure. Y a-t-il encore une dernière question? Non, on dit non. D'accord. Si, encore une? Allez, vite fait, allez. Une réponse courte alors. Question d'actualité par rapport à la RGPD, comment vous gérez les données vocales? RGPD. Pour nous, c'est la RGPD pour nous est une opportunité, clairement. C'est parce que l'opportunité que ça représente, c'est de clarifier dans le flux de la donnée le rôle de toutes les parties impliquées dans le traitement de la donnée, que ce soit pour la reconnaissance de langage naturel ou du stockage ou de l'analyse. Donc le cadre que fournit RGPD pour l'utilisation de ces données est très clair et permet de sélectionner les partenaires avec qui on va travailler. Donc vraiment le cadre de travail étant maintenant très clair. Moi, je m'en occupe depuis 1 an, donc c'est même devenu un hobby. Non, c'est c'est un sujet effectivement que nous on a pris depuis un moment parce que c'est au cœur de notre activité. Donc on a un DPO, un Data Protection Officer, on a un avocat avec lequel on a reconstruit tous nos processus. On a tout mis au carré. C'est vrai que ça a une vertu de bien mettre au carré les choses et c'est plus en fait une obligation de moyens que de résultats. C'est plus une obligation de moyens de mettre en place tout ce qui paraît être raisonnable pour protéger les données de nos clients et les informer correctement de ce qu'on fait. Moi, il y a plus peut-être un biais concurrentiel avec les entreprises américaines qu'un sujet en soi, en fait. Voilà. Ouais, c'est de la donnée comme le reste et il faut qu'on l'intègre effectivement dans ce cadre. Ça doit être complètement inclus, je pense. D'ailleurs, si vous regardez l'interface de Google qui vous permet d'avoir les informations sur vos données personnelles, vous allez retrouver les conversations que vous avez eues avec le Google Home, si jamais il y en a eu. Donc, je pense qu'on est vraiment dans le même cadre global. Bon, merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a